Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo pour vous récapituler un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre pendant les différents rapports de bataille que Games Workshop a streamé pour nous montrer un peu d'autres choses sur la V11. On a pu glaner un paquet de nouvelles informations, et je pense qu'à ce stade, on doit savoir à peu près 100% des règles de la V11, à part quelques points de détail et interactions. Donc évidemment, si vous aviez raté, Games Workshop a organisé 3 rapports de bataille en live. Je pense que les VOD doivent être dispo sur YouTube si vous voulez les regarder. C'est un peu long, c'est que en anglais, donc évidemment si vous êtes anglophobe, voilà le récap. Il y avait Blood Angels contre Orc, il y avait Death Guard contre To, et il y avait Eldar contre Admech, qui ont chacun du coup montré pas mal de mécaniques. Je me suis farci tous les rapports de bataille en live, c'était très long, j'ai compilé tout ce qu'on a appris de la V11 en français, et il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, le gros changement, c'est la visibilité et les décors. Alors vous m'excuserez pour les captures d'écran parce que je les ai prises par-dessus le live stream de Games et donc la qualité n'est pas merveilleuse. En gros, vous avez plus besoin d'être entièrement dans une ruine pour voir en dehors de cette empreinte de ruine. Il suffit de toucher l'empreinte de la ruine et vous pouvez voir en ligne de vue réelle hors de cette ruine. Si vous pensez à comment fonctionnent les titanesques en V10, si le socle ou la figurine touche l'empreinte de décor, vous voyez en ligne de vue réelle en dehors de ce décor. Donc là, ce que vous voyez par exemple sur la droite, c'est que le Predator Ultramarines, là, le gros véhicule bleu, il n'est pas entièrement dans la ruine. En V10, il pourrait pas tirer sur les Thermagantes qui sont avec la petite lettre A, puisque, évidemment, il n'est pas entièrement dans la ruine, donc on considérait qu'il ne voit pas. Par contre, lui serait visible. En V11, il voit normalement en dehors de la ruine, si jamais en tout cas, il a la visibilité au-dessus des murs. Ça ouvre beaucoup de lignes de vue pour les véhicules. Vous pouvez potentiellement même avoir plusieurs véhicules qui tirent depuis la même zone de décor, en touchant légèrement cette zone de décor, alors qu'auparavant il aurait fallu rentrer le Predator ou le véhicule entièrement dans l'empreinte, ce qui peut être super compliqué pour des gros trucs comme des Rogaldorn, des choses comme ça, donc ça va être assez intéressant pour prendre des lignes de vue avec les véhicules tout en étant un peu caché. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. En plus de ça, ils ont montré la règle solide qui indique que les ruines sont considérées comme bouchées sur leur premier étage, sur le rez-de-chaussée. Peu importe la figurine que vous utilisez pour votre mur, peu importe le modèle de décor que vous mettez, qu'il y ait des fenêtres ouvertes ou pas, on considère que les fenêtres sont bouchées en bas, en tout cas si vous jouez selon le layout et les règles de Games Workshop pour vos décors. Vous avez par exemple cet exemple-là, où vous avez un Gorkanaut qui veut tirer sur des trucs, ce qui est au rez-de-chaussée, les Repentia qui sont au rez-de-chaussée, il ne les voit pas, même s'il y a une fenêtre ouverte et qu'en théorie il devrait pouvoir les voir parce qu'on considère que c'est fermé. Par contre, ce qui est à l'étage, l'unité de Rétributor, là il les voit parce qu'il y a bien une fenêtre et là on considère que celle-ci est ouverte. Donc le rez-de-chaussée des ruines est toujours considéré comme bouché. C'était déjà comme ça qu'on jouait la plupart du temps en V10, en tout cas si vous suiviez les trucs WTC et autres. Maintenant au moins c'est écrit directement dans les règles et c'est pas une espèce de convention qui est prise que pour le tournoi, c'est pareil partout. On a aussi un gros changement sur la cohésion d'unité, c'est la fin des gros cordons dégueulasses de 20 figurines qui s'étirent sur toute la largeur de la table, puisque toutes les figurines d'une unité doivent être au maximum à 9 pouces de la figurine la plus éloignée d'eux. En gros, toute l'unité doit tenir dans une bulle, dans un cercle de 9 pouces. On peut donc plus étirer 20 figurines à travers toute la table pour aller toucher plusieurs objectifs, pour boucher le mouvement de l'adversaire, etc. C'est pas entièrement à 9 pouces, comme vous le voyez sur le schéma. Vous pouvez avoir juste un bout de socle qui est à 9 pouces d'un autre bout de socle, mais vous devez être à 9 pouces au maximum des figurines de votre unité. Vous devez toujours avoir une cohésion de 2 pouces maxi entre chaque figurine, enfin entre une figurine et une autre. Par contre, il n'y a plus de règle de si votre unité fait plus de 6 figurines, vous devez être à 2 pouces de 2 figurines ou plus. Là maintenant, c'est juste 2 pouces de cohésion et pas plus de 9 pouces entre les deux figurines les plus éloignées de l'unité. À mon avis, c'est un super bon changement pour empêcher des batailles qui sont ridicules visuellement. Le gros cordon de 20 trucs pour être à 6 pouces d'une unité qui donne un bénéfice alors que les figurines qui vous intéressent elles sont à l'autre bout de la table, ça c'est nul, c'est pas fun, c'est pas visuellement intéressant, c'est pas très représentatif de comment ça devrait fonctionner. Moi-même je l'ai utilisé en Ligue 3, hein, j'avais une unité avec un Rock Trader et des Breachers de la Marine Impériale que j'avais allié à mes custos pour boucher complètement les infiltrateurs adverses. J'ai tiré l'unité complètement, ça fait je crois 14 ou 15 figurines, je les ai tirées complètement sur quasiment toute la largeur de la table, juste à 9 pouces de la zone de déploiement adverse, et pof, ils pouvaient plus rien infiltrer, et ensuite avec un redéploiement je les remettais. On se sent bien dégueulasse à faire ça, et donc c'est très bien que ça n'existe plus, comme ça la tentation de toute façon n'est plus là, même pour le compétitif.
Autre changement qu'ils nous ont donné, c'est le couvert. Alors pour qu'une unité ait le bénéfice du couvert vis-à-vis d'une autre, il faut que toutes les figurines de l'unité soient à couvert. Si une seule figurine est visible et à découvert, alors on peut tirer sur l'unité sans aucun malus à la touche. Donc il suffit de contourner un peu le décor, si vous voyez entièrement une figurine, paf, vous tirez sans le malus. Par contre, si votre unité elle est entièrement dans une zone de terrain, eh bien elle a le bénéfice du couvert, en tout cas si c'est pas un véhicule ou un monstre, et donc il va vraiment bien falloir se mettre dans les zones de décor ou derrière les zones de décor, mais si vous avez un petit mec qui dépasse sur le côté, ça va être assez facile d'aller le chercher et donc de n'avoir le malus à la touche sur aucune des figurines de votre unité qui tire. Pour les monstres et véhicules, par contre, ça fonctionne comme en V10, il suffit qu'une partie de la figurine soit masquée pour qu'elle ait le couvert. Ce qui veut dire que globalement, les monstres et les véhicules vont probablement avoir plus le couvert que l'infanterie, ils auront le couvert quasiment tout le temps, comme en V10, puisqu'il suffit de cacher un bout de canon, un bout de griffe, ou un petit bout de câble qui dépasse, et pof, c'est à couvert. Donc ça risque d'être un petit peu con-con par rapport à l'infanterie, mais au moins ça rassure un peu sur le fait que non, vous n'aurez pas le malus de -1 tout le temps. Si vous avez un gameplay de tir relativement agressif où vous approchez de l'adversaire, ce sera pas si compliqué de voir une figurine à découvert, si en tout cas l'adversaire ne s'est pas mis entièrement dans une zone de décor. Pour tout ce qui est la règle cachée et le tir indirect, par contre ça fonctionne pas pareil, c'est-à-dire que pour pouvoir être caché, donc ne pas être visible à plus de 15 pouces pour une unité infanterie montée, infanterie bête et nuée de mémoire, pour pouvoir avoir accès à cette règle, il vous suffit de toucher une zone de décor avec une des figurines. L'unité n'a pas besoin d'être entièrement dans la ruine, il suffit qu'une figurine touche la zone de décor, ça sera donc assez facile d'être caché et pas visible à plus de 15 pouces. Par contre, si vous n'êtes pas entièrement dans le décor et que l'adversaire arrive à se rapprocher, il pourra peut-être vous tirer dessus sans aucun malus parce qu'il va voir une de vos figurines entièrement à découvert et pouvoir la shooter. Pour le tir indirect, on va toucher sur des 6, ça a été confirmé, si on ne voit pas l'unité qu'on cible. Par contre, si une autre unité de votre armée a une ligne de vue sur celle qu'on cible, alors on va toucher comme en V10, donc vous allez toucher au maximum à 4+, au mieux, et puis après si vous tirez sur un truc que vous voyez directement, dans ce cas-là, c'est plus du tir indirect et vous touchez normalement. J'imagine que si une unité est cachée, il faudra que pour la rendre visible, il faudra que pour qu'elle soit visible, l'unité de votre armée qui va détecter pour l'unité qui fait le tir indirect, il faudra qu'elle soit dans les 15 pouces à portée de détection, puisque sinon l'unité ennemie, j'imagine, ne sera pas visible, mais globalement ça veut dire que vous allez devoir faire des combinaisons avec une petite unité de reconnaissance ou d'infanterie qui s'approche, et ensuite votre tir indirect qui ensuite bombarde correctement. Je pense que c'est plus intéressant comme ça, je pense que c'est même beaucoup mieux comme ça que maintenant, puisque ça veut dire que si vous aviez une petite unité un peu planquée chez vous sur votre objet pour le tenir, eh bien elle peut plus juste se faire wiper. Ça en Drukhari typiquement c'était la plaie, vous mettiez une petite unité de 5 figurines, sauf qu'elles ont pas de save, elles sont toutes fragiles, et donc en 2 tours vous les aviez plus, et c'était méga chiant. Là maintenant ça fonctionnera plus, sauf si l'adversaire arrive à vraiment faire des frappes en profondeur derrière chez vous. La règle à risque change aussi, elle va maintenant être utilisée non pas que pour les armes à risque, mais aussi pour les fuites désespérées, pour les débarquements d'urgence quand vous débarquez d'un transport qui est détruit par exemple, et évidemment pour les armes à risque. Le jet de à risque, maintenant, il échoue sur un 1 ou un 2. Si vous faites 1 ou 2 sur ce jet, vous prenez des blessures mortelles. Par contre, c'est une blessure mortelle pour ce qui n'est pas monstre et véhicule, et c'est 3 blessures mortelles pour les monstres et les véhicules. Donc c'est plus punitif pour les grosses figurines, puisque vous avez 2 fois plus de chances de vous prendre 3 blessures mortelles. Pour les unités d'infanterie à 1 PV, c'est beaucoup plus punitif aussi, puisque vous avez 2 fois plus de chances de vous prendre une blessure mortelle, et quitte de toute façon que vous en preniez 3 ou une, vous crevez. Par contre, pour de l'infanterie à plusieurs PV, type DL Blaster, c'est plutôt plus intéressant, puisque vous avez une chance sur 3 de prendre une blessure mortelle par jet, alors qu'avant vous aviez une chance sur 6 de prendre 3 BM. Donc il faut rater 2 jets pour perdre une figurine à 2 PV, avant il suffisait d'en rater un seul, et donc là faut rater 2 jets à 1 tiers, alors qu'avant avec un jet à 1 sixième vous preniez 3 BM, vous perdiez un mec direct, et pour des unités qui ont 3 PV c'est encore plus intéressant, parce que là il va falloir rater 3 jets d'affilée, ou en tout cas 3 jets sur l'unité pour perdre une figue. Je pense par exemple à mes cataphrons à plasma qui crevaient direct dès qu'ils rataient un jet d'hasard 12 pour des figurines très chères. Là maintenant il va falloir rater 3 jets pour perdre une figue, ce qui est beaucoup mieux. Autre changement, si un transport est détruit, les figurines qui sont embarquées débarquent d'abord. Elles font leur jet de à risque, vous avez donc plus de chances qu'avant de prendre des blessures mortelles, mais en fonction du nombre de PV que vous avez sur votre unité, ça va plutôt l'arranger ou plutôt pas l'arranger du tout.
et ensuite, vous jetez le jet de destruction néfaste. Ce qui veut dire que l'unité qui est descendue du transport, elle prend les dégâts dus à risque, mais en plus, si le transport explose, elle prend des blessures mortelles encore en plus. Donc, un transport détruit, ça va être ultra pénalisant pour l'unité qui est dedans. Ça va pas vous inciter à balancer le transport tout droit en mode je m'en fous s'il le pète, de toute façon, au prochain tour, je suis plus ébranlé, je prends des petits dégâts, mais c'est pas important, et puis au moins, je serai bien placé, il pourra plus me tirer dessus, parce qu'il aura déjà activé tout ce qu'il faut pour tuer le transport. Là, maintenant, quand vous débarquez dans le transport qui a pété, vous prenez un gros tarif, surtout si le transport explose. En termes de mouvement, a priori, il n'y a plus de pivot de 2 pouces pour les véhicules. Les véhicules bougent maintenant en ligne droite et font des rotations gratuites. Et vous pouvez le faire tourner autant de fois que vous voulez sur son centre. Donc soit vous le faites pivoter sur son socle, soit vous le faites pivoter par le milieu si c'est une figurine qui n'a pas de socle. Donc vous allez faire plein de petites lignes droites avec des pivots pour contourner les murs, etc. Donc en gros, il vous suffit d'amener le centre de la figurine au-delà de la zone autour de laquelle vous voulez pivoter, et puis ensuite vous faites vos petits mouvements en ligne droite. À voir ce que ça donne sur table, je pense que ça ouvre peut-être la porte à quelques manipulations de mouvement pas folichon, avec des véhicules qui pivotent sur leur axe pour gagner de la portée de tir. Je pense notamment à des Raiders Drukhari ou des Ravageurs Drukhari qui ont la règle vol, qui donc paieront 2 pouces pour passer les murs, pourront faire une ligne droite, et ensuite pour se rapprocher en ligne de tir, pourront faire un pivot pour amener la pointe du transport plus près de l'unité qu'ils veulent tirer, ou sur laquelle ils veulent tirer. Bon, faudra voir ce que ça donne, est-ce que ça a un impact. En tout cas, c'est beaucoup plus simple, vous bougez en ligne droite et vous pivotez comme vous voulez. Je pense que c'est beaucoup plus facile comme ça. Au niveau des combats ou du corps à corps, donc le combat en premier, ça a bien été confirmé, ça fonctionne bien comme on l'avait compris, c'est-à-dire que le joueur dont c'est le tour tape en premier avec les unités qui ont la règle combat en premier, par exemple une unité qui aurait chargé, mais ensuite, juste après, si l'adversaire a une unité qui a combat en premier, elle peut taper. Donc, si vous avez réceptionné votre adversaire avec 2 ou 3 unités qui ont combat en premier, certes, vous n'allez pas le dépecer direct après sa charge, par contre, il va quand même prendre un gros taquet dans la tronche, donc je pense que les coups en point des unités combat en premier devront être un petit peu baissés, parce que c'est beaucoup moins fort qu'avant, mais ça vous donne quand même de la réactivité. En gros, ça vous donne une interruption de combat gratuite, le fait d'avoir combat en premier, donc c'est plutôt pas mal. S'il y a aucun combat en premier, c'est le joueur dont c'est le tour qui tape d'abord. Donc si par exemple j'ai chargé mon adversaire au tour précédent, je l'ai tapé, il est pas mort, à son tour, c'est pas moi qui le tape d'abord, c'est lui qui me tape d'abord, et donc j'ai plus concrètement 2 phases de corps à corps gratos pour essayer de lui laver la tronche, c'est moi qui charge, je tape, à mon tour, il riposte, il me tape. Ensuite, à son tour, il me tape, s'il me reste quelque chose, je riposte, je tape. Je pense que c'est plus logique comme ça. Ça va permettre quand même au corps à corps d'être un tout petit peu plus intéressant, et du coup, il va falloir réfléchir à est-ce que j'ai le potentiel de tuer un truc juste avec ma charge? Si ce truc survit, est-ce qu'il va pas me mettre une énorme rouste sur les 2 activations qu'il va avoir d'affilée? Au niveau des consolidations aussi, on peut maintenant consolider sur un objectif comme on le souhaite, vu qu'il n'y a plus de pion d'objectif. En V10, il faut consolider vers le pion d'objectif, et une figurine qui touche le pion d'objectif ne peut plus bouger. Là, maintenant, vous allez pouvoir consolider n'importe où, comme vous voulez, sur la zone de terrain qui représente l'objectif, vu qu'il n'y a plus de pion. Donc vous pouvez aller vous mettre derrière un mur, vers le centre, rentrer dedans, peu importe, tant que vous vous rapprochez de la zone de terrain. Ça va être un petit peu plus libre et un petit peu plus simple aussi à faire, je pense. Il y a un gros changement au niveau de la résolution des dégâts aussi, puisque maintenant, vous n'allez pas faire les sauvegardes dans l'ordre. Alors, j'ai 10 gardes du corps, donc je fais les 10 premières sauvegardes. Ok, j'en ai raté 9 sur 10, je reprends encore une, je la jette, ok, je la réussis. Je reprends encore une, je la jette, ok, je la réussis. Je reprends encore une, ok, je la rate. Maintenant, les prochaines attaques vont sur le perso. Ça, c'était le fonctionnement V10. Là, maintenant, vous allez d'abord déclarer l'ordre d'attribution des dégâts avant de jeter les jets de sauvegarde. Par exemple, j'ai une unité de Breacher avec un personnage qui est le Rock Trader dans son propre accompagnement qui eux ne sont pas personnages, donc j'ai 14 figurines. Je vais dire, bah écoute, toutes tes attaques, je les mets d'abord sur les Breachers. Quand il n'y a plus de Breacher, ça va sur les petits potes du Rock Trader, et quand les petits potes sont morts, ça va sur le Rock Trader lui-même. Ensuite, vous prenez tous les dés, vous les jetez tous en même temps, et vous retirez les sauvegardes ratées en partant du plus petit jet, dans l'ordre. Donc ça veut dire que par exemple, si j'ai 10 Breachers, j'ai fait 3-1, j'enlève d'abord les 3-1, et j'enlève 3 Breachers. Ensuite, j'ai 2-2, bah j'enlève 2 Breachers qui du coup sont morts. Ensuite, j'ai 5-3, j'enlève 5 Breachers. Et ensuite, les 4, c'est des sauvegardes réussies, je prends plus de dégâts. C'est beaucoup plus simple à jouer, beaucoup plus lisible, et ça va rendre, je pense, les personnages attachés aux unités un petit peu plus costauds, puisque, bah, en gros, les jets les plus ratés, ils partent d'abord sur l'unité que vous acceptez de sacrifier. Vous pouvez donc éponger un peu les pires jets de dés sur les figurines les plus dispensables. Là où par contre ça pique à mort, c'est avec précision, puisque la règle précision, elle donne la répartition des dégâts
aux joueurs qui attaquent. Donc vous allez dire, bah les dégâts ratés, ils vont partir en premier sur le personnage lui-même. Donc ça veut dire que quand le mec il jette ses 15 sauvegardes, les 1, les 2, les 3, ils partent tous sur le perso d'abord. Ça veut dire que si vous mettez de la saturation qui a précision au corps à corps, les personnages ne survivront jamais, puisque bah, si vous avez 15 saves à faire, vous allez faire 2 ou 3-1, vous allez faire 2 ou 3-2, vous allez faire 2 ou 3-3, et tout ça additionné, en général, ça vous fait rater votre invulna 4, par exemple, qui fait que votre perso, il va dégager direct, et donc, bah, précision devient beaucoup, beaucoup plus fort qu'avant, je pense. Ça paraît exactement pareil qu'avant, mais ça l'est pas, puisqu'avant, vous auriez jeté les dés un par un, jusqu'à ce que le personnage meure. Et si vous faisiez des bons jets dès le début, le personnage, il pouvait tanker un sacré paquet d'attaques. Hein. Si vous aviez une invulnérable à 4, vous jetiez les jets... alors, ok, j'ai 4 PV, c'est dégâts 2, jette 2 sauvegardes, j'ai réussi les 2. Jette 2 sauvegardes, j'en ai raté une. Jette 2 sauvegardes, j'en ai raté une. Ok, maintenant il est mort, j'ai épongé 6 saves. Là maintenant vous allez jeter tous les dés, et du coup tous les ratés ils vont direct sur le perso. Donc il a toutes les chances de crever concrètement. Par contre l'unité de bodyguard, elle risque de du coup avoir que les jets réussis, ou en tout cas moins de jets ratés dans la tronche. Donc je pense que c'est intéressant comme mécanique, et ça veut dire que les personnages sont plus super sécurisés. Si l'adversaire il a un strata qui donne précision à toute son unité, il va vous défoncer votre perso, et du coup il va falloir être un petit peu prudent. Bon évidemment je pense que vous aurez toujours le recours de mettre le personnage pas visible derrière un mur pour qu'il puisse pas être précisionné, et ça vous permettra de le protéger quand même un peu. On a aussi plus d'infos sur le tir en état d'alerte, on a la confirmation qu'on peut tirer sur n'importe quelle unité ennemie à la fin de la phase de mouvement adverse, qu'elle ait bougé ou pas. Il n'y a pas de restriction sur le fait de tirer sur une unité qui a bougé, c'est juste une unité visible dans les 24 pouces qui sera éligible. Vous touchez toujours sur des 6, comme maintenant, ça ignore les modificateurs, etc. C'est juste, il vous faut un 6. Vous ne pouvez pas relancer les jets de touche dessus, ce qui est évidemment une très très bonne chose pour ce tir en état d'alerte. Et l'unité qui a tiré ne pourra pas démarrer une action, ce qui du coup va avoir un peu de jeu, puisque là potentiellement vous avez des secondaires que vous pourriez déclarer durant le tour adverse, par exemple. Donc a priori ça fonctionnera pas. Ça va simplifier énormément la phase de mouvement. Il n'y a plus besoin de réfléchir, de se dire ouais mais si je bouge ça d'abord et que je le mets là, il va me faire un tir en état d'alerte et je vais perdre mon unité. Donc je vais essayer de lui faire un piège pour qu'il gâche son tir en état d'alerte sur autre chose. Qu'est-ce que je peux sacrifier? Ok, je bouge ça d'abord, est-ce que tu fais quelque chose? Non, ok, je bouge ça ensuite. Non, merde, bon bah du coup je vais être obligé quand même de sacrifier mon unité, du coup j'ai décidé de pas la bouger. Là, on s'en fout, vous bougez tout ce que vous avez à bouger, vous cachez ce qui doit absolument pas se prendre un tir en état d'alerte, vous laissez exposer ce qui peut survivre au tir, et voilà. Ça rend aussi les fins de partie un peu moins chiantes avec des réflexions du style ok, là j'ai besoin de mettre 4 dossés sur l'objectif, mais j'ai que 3 figurines au C2, si je bouge, je prends un tir en état d'alerte, s'il arrive à me tuer 2 figurines, j'ai plus que 2 dossés au lieu de 4, donc je reprends pas l'objet. Là, de toute façon, vous posez pas la question, si vous bougez pas, il peut quand même vous tirer dessus en état d'alerte s'il vous voit. Donc vous faites vos mouvements, vous essayez de faire ce que vous avez à faire, et ça simplifie largement le jeu, je pense. On a aussi plus d'infos sur l'ébranlement, typiquement un personnage qui mène une unité. Quand il a perdu toute son unité, en V10, ça devient une unité à part entière. Donc le perso, il repart à 0, il a tous ses PV, il est tranquille, il a pas de test d'ébranlement. En V11, c'est plus le cas. Il compte comme ayant fait partie de l'unité, l'effectif initial de l'unité a été fortement réduit, et donc il aura des tests d'ébranlement à faire à chaque tour, puisqu'il a perdu tous ses potes. Et donc je trouve que c'est beaucoup plus logique. En gros, le personnage n'est plus une unité indépendante quand son unité à lui est détruite, quand ses gardes du corps sont détruits, il est considéré comme le seul survivant de son unité, et donc il aura des tests d'ébranlement à faire. C'est plus rude pour ces petits personnages qui vont survivre à leur garde du corps, mais c'est aussi beaucoup plus logique. Aussi, une unité qui sort d'un transport qui a été détruit est toujours automatiquement ébranlée. Donc non seulement vous avez les jets de à risque qui ratent sur un 1 ou un 2, vous risquez de vous prendre l'explosion du transport si vous faites un 6 sur vos jets de destruction néfaste, mais en plus, vous êtes automatiquement ébranlé, et l'ébranlement ne s'en va plus automatiquement au début de votre tour, donc vraiment un transport détruit, c'est une catastrophe pour l'unité qui est dedans dans cette édition. Sachant qu'en plus, bravoure insensée, le stratagème qui existe toujours en V11 ne peut plus être utilisé pour automatiquement tenir un objectif avec une unité qui serait déjà ébranlée au début de votre phase de commandement. Puisque comme vous restez ébranlé jusqu'à ce que vous réussissiez votre jet de commandement au début de votre phase de co,
eh bien vous ne pouvez pas vous cibler avec un stratagème au moment où vous en auriez besoin. Donc la bravoure insensée, ça vous servira vraiment juste à désébranler une unité pour aller scorer sur des trucs en fin de tour, pour aller faire des actions, mais ça vous permettra pas de sauvegarder automatiquement un objectif. Du coup, ça va vous inciter à jouer plus d'unités qui ont la règle de sticky objectif, mais aussi de multiplier les unités sur les objectifs pour essayer de garder le contrôle, en tout cas si vous jouez une armée qui vous demande de contrôler les objectifs. Au niveau justement des missions et des secondaires, alors il donne maintenant des noms spécifiques aux objectifs sur la table. L'objectif du milieu s'appelle objectif central, très lisible, et les objectifs qui sont sur les flancs s'appellent objectifs d'expansion. Il y a certaines missions, certains secondaires qui vous diront de contrôler l'objectif central, les objectifs d'expansion, etc. Donc comme ça au moins c'est clair. Vous piochez bien, comme on le savait, 2 missions secondaires par tour, et vous conservez celles que vous n'aviez pas marquées. Par contre, vous pouvez pas marquer plus de 15 points par round avec des missions secondaires, donc si vous en avez conservé 18 et que vous les scorez toutes en un tour, eh bien vous allez entre guillemets gâcher des points de secondaire, puisque vous auriez dû les scorer un petit peu plus tôt pour avoir peut-être 15 points par tour, par round, au lieu d'avoir 45 points d'un seul coup, parce que ça fonctionnera pas. Les missions principales sont aussi plus compliquées, comme vous voyez sur la droite, il y a plein de conditions de score entre 3 et 7, a priori de ce qu'on a vu, ça va être différent en fonction du round de bataille, il y en a qui s'appliquent à n'importe quel round, il y en a qui s'appliquent en plus au deuxième round, il y en a qui s'appliquent en plus à la fin de la bataille. Je suis pas fan du tout de ces missions, de prime abord, c'est pas du tout lisible. Alors j'imagine que comme de toute façon le détachement que vous choisissez et ce que vous affrontez détermine les missions que vous pouvez avoir, si vous jouez régulièrement la même liste ou le même détachement, vous vous habituerez à avoir ces missions, mais de prime abord lire ça, j'ai l'impression d'avoir une mission principale d'AOS du dernier manuel du général, où il y a 60 000 manières de faire des points, et j'aime pas du tout ça, je trouve pas ça lisible du tout, mais bon, on verra au jeu, j'imagine qu'en les pratiquant régulièrement, ça deviendra pas du tout compliqué, et effectivement, après quand on les lit, c'est pas si compliqué que ça, mais je pense que c'est un coup à oublier certains scores, à pas se positionner correctement, parce qu'on a oublié qu'il y avait aussi ce truc-là qui pouvait marquer des points, et c'est un coup à perdre 5 plombes à sa phase de commandement à se dire ok alors attends, ça je peux mettre 3 points par unité détruite, mais en même temps si je tiens l'objectif je mets 4 points de plus, donc est-ce qu'il faut que je concentre mes tirs, est-ce qu'il faut que je fasse une action, tout ça je pense que ça va prendre beaucoup de temps de cerveau en début de tour, et je suis pas forcément fan de ces mécaniques là, je trouve ça beaucoup plus simple quand on sait exactement ce qu'on doit faire dès le début du tour, et qu'ensuite on peut imaginer le plan pour accomplir ses actions, plutôt que d'essayer de calculer dans sa tête quelle est l'action qui va nous rapporter le plus de points. En plus, en première lecture, ça me semble moyennement équilibré, en tout cas dans le jeu entre les Blood Angels et les orques. Les Blood Angels avaient des points quand ils tuaient des orques, et aussi des points quand ils tenaient les objectifs. Et les orques avaient plus de points quand ils tenaient les objectifs, mais c'était leur seule manière de scorer. Et ça veut dire que ça avait l'air beaucoup plus facile d'empêcher l'adversaire de scorer ses primaires en lui volant les objectifs, et nous en accumulant les points en tuant des trucs. Vu la frappe en profondeur à 8 pouces, la taille des objets, l'impossibilité de faire des gros cordons, c'est difficile d'écranter l'adversaire et de l'empêcher de venir toucher un objet, et donc j'ai l'impression que les missions qui vous demandent seulement de tenir des objectifs sont beaucoup plus compliquées que celles qui vous disent de faire des actions ou de tuer des trucs. Donc ça n'est qu'une première lecture, ça n'était qu'un jeu, donc je veux pas dire que ça a l'air complètement pété ou déséquilibré, ça n'a été que mon ressenti. Maintenant, évidemment, il faudra le voir en le jouant, ne commencez pas à dire Nico il a dit que c'était pas équilibré, que les missions asymétriques c'est nul, c'est pas du tout ce que je dis juste qu'en première lecture ça m'avait pas l'air particulièrement adapté, mais bon, on verra. Il faudra de toute façon, je pense, vraiment adapter sa liste pour le style de mission principale qu'on espère avoir. Si vous pensez tomber sur des trucs où il faut marquer des points sur les objets, il va falloir que vous blindiez votre liste de trucs AOC2, de gros groupes de lignes, de gros trucs qui ont sticky objectif, etc. Si vous jouez une armée un peu tout venant, j'ai un peu de tout et on verra ce que ça fait, je pense que ça fonctionnera beaucoup moins bien. Mais là encore, comme on ne sait pas exactement quelle mission principale on va jouer, si on ne sait pas ce que l'adversaire va jouer, et ça va être plus difficile de planifier pour ça. Il va vraiment falloir regarder toutes les missions principales qu'on pourrait avoir avec notre détachement et faire une liste qui peut potentiellement répondre à toutes ces missions principales. On a aussi plein de nouveaux secondaires ou de secondaires mis à jour qui nous ont été montrés. Par exemple, démonstration de force, c'est maintenant 2 points si on a plus d'unités amies que ennemis dans le No Man's Land, sauf les avions et les unités ébranlées, mais vous pouvez aussi choisir de la conserver, de ne pas la scorer à votre tour, et du coup d'essayer de la scorer à la fin du tour adverse. Dans ce cas-là, c'est 5 points, mais évidemment, vous laissez un tour adverse entier pour vous buter des unités qui sont dans le No Man's Land. Donc, pas si facile. Vous avez aussi un autre secondaire qui s'appelle Outflank, donc prendre les flancs. Ça vous donne 2 points si vous avez une ou plus unités dans les 6 pouces d'un bord de table
autre évidemment que celui de votre zone de déploiement, mais si vous avez 2 unités dans les 6 pouces de 2 bords de table opposés, autres que le vôtre, donc en gros les bords de table de droite et de gauche de la table, là dans ce cas-là c'est 5 points. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet potentiellement de faire des trucs relativement facilement en vous étalant sur la table, si vous avez un style de jeu qui vous incite à faire ça. On a aussi un nouveau secondaire qui s'appelle Forward Position, ça a l'air d'être un peu prendre l'objectif adverse, sauf que du coup là c'est pas que l'objectif maison ennemie, c'est aussi tous les objectifs d'expansion. Donc soit vous prenez l'objectif chez l'adversaire, soit vous prenez les 2 objectifs sur les flancs, et ça vous rapporte 5 points. On a aussi Burden of Trust, ça vous donne 2 points par objectif que vous gardez à la fin du tour adverse. Garder, c'est quelque chose qui se fait automatiquement, c'est pas une action, juste vous mettez une unité dans un objectif et vous dites cette unité le garde. À la fin du tour adverse, si cette unité est toujours là, vous marquez 2 points par objectif gardé, jusqu'à un max de 5. Vous avez toujours sécurisé le No Man's Land, qui vous donne 5 points si vous contrôlez 2 objectifs ou plus du No Man's Land. Il n'y a plus de condition de, si vous en contrôlez qu'un, vous avez 1 point ou 2 points. Là maintenant, il vous en faut 2, et c'est 5 points. Pas de prisonniers assassinats ont été montrés, ils n'ont pas changé, c'est le même fonctionnement que maintenant. Il y a un nouveau qui s'appelle Balise, qui va vous donner 3 points si une unité embarquée dans un transport est encore en vie à la fin du tour adverse. Et c'est 5 points si cette unité est encore en vie et en dehors de votre territoire à la fin du tour adverse. Donc en gros, il va falloir faire en sorte d'embarquer un truc, de le cacher et d'espérer que l'adversaire ne vienne pas le chercher. Et vous avez aussi piller, qui est une action à faire à votre tour dans un objectif. Ça vous rapportera 5 points, il faut contrôler cet objectif. Et dans ce cas-là, vous le pillez pour 5 points, ça se résout à la fin de votre tour. Donc celui-là, relativement facile à faire, je pense. On a aussi quelques autres enseignements que j'ai pu tirer un peu de tout ça. D'abord, la PA-1 a l'air du coup beaucoup plus intéressante, puisque forcément vous n'avez plus de bonus à votre sauvegarde quand vous êtes à couvert, c'est un malus à la touche, ce qui veut dire qu'une fois que les armes à PA-1 vous ont touché et blessé, eh bien votre sauvegarde est bel et bien diminuée, donc ça vous oblige, si vous avez accès à une armure de mépris, armure du vide, peu importe, un truc comme ça vous oblige à l'utiliser un peu plus souvent pour vous protéger. Les unités en sauvegarde à 2+, sont moins insupportables, parce qu'avant vous étiez dans un couvert, avec l'armure de mépris, vous pouviez, enfin en tout cas côté Space Marine, c'est autres armées qui ont des saves à 2 et un équivalent armure de mépris, vous vous mettiez dans un couvert, et en gros il vous fallait de la PA-3 pour commencer à baisser votre sauvegarde, ce qui était vraiment insupportable. Là maintenant, vous avez pas utilisé l'armure de mépris, vous sauvegardez à 3+, contre des armes PA-1, alors qu'avant une PA-1, si vous étiez dans le couvert, vous faisiez jamais rien. Donc les tirs de saturation, les gros volumes de tirs PA-1 fonctionnent beaucoup mieux en V11 qu'en V10 et ça va redonner je pense de l'intérêt à ce type d'arme aussi. On a aussi vu que les frappes en profondeur à 8 pouces peuvent vraiment impacter le scoring, c'est super dur dans les gros objectifs d'écranter une frappe en profondeur à 8, si vous êtes mis dans un coin d'un objet, l'adversaire peut venir vous le voler avec une frappe en profondeur, donc pour écranter ça il faut vraiment rentrer dans les décors, comme en plus vous pouvez plus faire des gros cordons très étirés, écranter c'est beaucoup plus compliqué, et en plus si vous rentrez dans les décors, vous vous exposez plus facilement aux tirs ennemis ou aux charges ennemies, donc c'est vraiment un vrai travail d'écranter, c'est plus j'étire mon unité comme ça, je la sacrifie, on s'en fout, mais au moins tu rentreras pas, ça va être beaucoup plus difficile, et du coup ça a vraiment un impact quand vous réussissez à faire arriver une unité. Ça je pense que ça va être un truc très compliqué à prendre en compte dans les premières parties en V11, on va pas avoir l'habitude du tout de le faire. Ça veut aussi dire que tout ce qui a des bulles anti-frappe en profondeur à 12 pouces va être ultra important dans cette édition, je pense. Les armées qui ont accès à ça vont probablement vouloir en prendre un pour essayer vraiment de boucher un objet en disant celui-là tu rentreras pas, tu viendras pas me le voler facilement. Et enfin, la portée d'engagement de 2 pouces a aussi beaucoup d'impact, puisque ça vous oblige à rester plus loin avant de tenter vos charges, à rester plus loin quand vous vous désengagez. Vous pouvez pas juste vous replier d'1 pouce et rester sur l'objet, faut vous replier de 2 pouces, donc en fonction de comment t'es placé, tu dégages carrément de l'objectif, et du coup s'il y a plein d'unités adverses autour, il y a des fois tu vas être obligé de faire de la fuite désespérée pour traverser les portées d'engagement, etc. Donc ça a l'air assez intéressant quand même comme mécanisme, ça change mine de rien fondamentalement comment le jeu est joué aussi, tous ces changements. Bon voilà en tout cas tout ce que j'ai pu ramasser de ces rapports de bataille, etc. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas je pense que ça supprime toutes les potentielles remarques de je vois vraiment pas l'intérêt de faire une 11e édition pour changer si peu, parce que clairement quand on regarde comment le jeu est joué, ça n'a pas grand chose à voir avec la V10, les lignes de vue sont complètement différentes, les mécaniques de corps à corps sont vraiment différentes, les mécaniques d'attribution des dégâts sont vraiment différentes, les armes n'ont plus du tout le même impact, puisqu'en fait ce qui vous embête c'est maintenant la touche, c'est plus la sauvegarde, et donc ça rend des unités qui étaient solides
beaucoup moins solide vis-à-vis du tir de saturation, mais du coup beaucoup plus solide vis-à-vis des tirs qui avaient peu de volume, mais qui avaient une grosse PA, puisque maintenant ils vous touchent moins bien. Il y a vraiment beaucoup de changements, c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire les premières parties de la V11, une fois qu'on aura toutes les règles et les coups en points, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant, j'ai trouvé. Bon, après, les rapports de bataille en live étaient pas palpitants, parce que on voyait pas beaucoup la table, on n'entendait pas les joueurs se parler, etc. Donc bon, c'est toujours moins intéressant, mais globalement, ça vaut le coup quand même. Si vous parlez anglais et que vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas, parce que ça vaut le coup de regarder comment c'est joué. Vous verrez peut-être des trucs que j'ai oubliés, vous me direz en commentaire s'il y a des choses où je suis passé à côté. Vous me direz tout ça. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Vous avez comme d'hab tous les boutons YouTube en dessous de cette vidéo, la zone de commentaires, vous savez comment ça marche et pourquoi c'est important. Vous avez aussi un lien MyHobbyPlace qui vous permettra de précommander la boîte de V11 ou n'importe quelle autre figurine que vous voudriez acheter. Ça nous reverse une petite commission sur la chaîne et vous, ça vous coûte moins cher que chez Games. Et puis évidemment, vous avez la page Tipeee. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. Ça nous aide à faire plus de vidéos, ça permet à l'autre Nico de nous faire plus de contenu aussi. Donc n'hésitez pas à rejoindre les tipeurs aussi. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!